Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument fondamental pour le bac, les régimes totalitaires. Ceux qui ont complètement bouleversé le visage de l'Europe dans les années 20 et 30. Alors pour y voir clair dans ce sujet qui peut paraître un peu dense, on va suivre un plan, simple et logique. D'abord, on va poser le décor, le contexte qui a permis à ces régimes d'apparaître. Ensuite, on définira bien ce que veut dire le mot totalitarisme. Puis, on plongera au cœur du système pour voir comment il fonctionnait. On fera aussi un point méthode super important pour le bac. Et enfin, on terminera sur ce que cette période nous a laissé en héritage. C'est parti. Pour commencer, il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque. On se rappelle de la Première Guerre mondiale. L'Europe est dévastée. C'est un continent traumatisé, en pleine crise économique et morale. C'est ce que l'historien George Moss a appelé la brutalisation des sociétés. Et c'est sur ce terreau de violence et de désillusion que des idées politiques totalement nouvelles et radicales vont pouvoir germer. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment est-ce que des idéologies a priori aux antipodes l'une de l'autre, le communisme d'un côté, le fascisme de l'autre, ont pu donner naissance à des systèmes de pouvoir si étrangement similaires? Et quel a été leur impact sur l'équilibre européen? C'est une problématique qui nous force à aller au-delà des apparences et à chercher les structures communes. Avant de se lancer dans l'analyse, il faut qu'on soit d'accord sur les mots qu'on emploie. Le concept de totalitarisme, c'est notre outil principal. Il faut donc bien le maîtriser. Alors, le mot totalitaire, il apparaît en fait en Italie dans les années 20. C'est Mussolini lui-même qui l'utilise pour décrire son ambition, un État qui contrôle tout. Mais c'est surtout la philosophe Hannah Arendt qui, bien plus tard, en 1951, va vraiment théoriser ce concept pour analyser en profondeur ces nouvelles formes de dictature. L'idée, c'est un contrôle total, un chef tout-puissant, la terreur comme mode de gouvernement et ce projet fou de créer un homme nouveau. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez ce tableau. D'un côté des idéologies qui se détestent, la société sans classe en URSS, l'État surpuissant en Italie, la pureté de la race en Allemagne. Mais de l'autre, regardez les outils. C'est quasiment un copier-coller. Un chef unique et charismatique, un parti qui contrôle tout, une police politique pour traquer les opposants et la terreur pour soumettre tout le monde. C'est ce paradoxe, des buts différents mais des moyens identiques, qui est vraiment au cœur du sujet. Bon, maintenant qu'on a les pièces du puzzle, voyons comment elles s'assemblent. Comment cette machine infernale se met en marche pour contrôler la société jusque dans ses moindres détails. L'objectif, ce n'est pas juste d'être obéi. Non, c'est bien plus que ça. C'est d'obtenir une adhésion totale, fanatique. Et pour ça, on commence très très tôt. L'école, les mouvements de jeunesse comme les jeunesses hitlériennes ou les komsomols soviétiques, le sport, la culture, absolument tout est mis au service de l'idéologie pour formater les esprits dès le plus jeune âge. Cette phrase, tirée d'un journal soviétique, dit tout. Elle montre bien le niveau d'adoration, presque religieux, qui est exigé. Le chef n'est plus un simple politique, il devient un guide, une figure paternelle, un dieu vivant. Le Vojde en russe, le Duce en italien, le Führer en allemand, le principe est le même. Mais bien sûr, la propagande et le culte du chef ne suffisent pas. Il y a toujours des récalcitrants. Et pour eux, il y a la terreur. Et attention, ce n'est pas un dérapage. C'est un véritable outil de gouvernement, pensé et organisé. 700 000. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ce chiffre signifie. C'est le plus grand massacre organisé par un État en temps de paix sur le sol européen. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Le NKVD, la police politique de Staline, avait des quotas d'arrestation et d'exécution à remplir. C'était une violence planifiée, bureaucratique. Et derrière le chiffre monstrueux de 700 000, il y a des histoires comme celle-ci. Une femme de 74 ans, marchande de fleurs, exécutée pour des rumeurs. Ce document nous montre le caractère complètement arbitraire de cette terreur. N'importe qui pouvait être une cible, pour n'importe quelle raison. La peur était partout. En Allemagne, la logique est un peu différente, mais tout aussi terrible. La violence est ciblée sur un ennemi intérieur désigné par l'idéologie, le peuple juif. Et on voit bien ici l'escalade. On commence par l'exclusion économique en 1933, puis l'exclusion légale et citoyenne en 1935 avec les lois de Nuremberg, pour finir par la violence physique organisée par l'État lors de la nuit de Cristal en 1938. C'est une mécanique qui s'emballe. Ok, on a vu le fond. Maintenant, un point crucial pour le bac, la méthode. Savoir des choses, c'est bien. Savoir analyser un document d'époque, c'est ce qui fait la différence. Et souvent, on peut tomber sur des discours de dictateurs. Voyons un peu comment s'y prendre. La méthode est toujours la même, en 3 temps. D'abord, on présente le document. Qui parle? À qui? Quand? Dans quel contexte? Ensuite, on analyse de quoi ça parle, quelles sont les idées principales, et enfin, l'étape la plus importante, on critique. C'est-à-dire qu'on prend du recul. On cherche les non-dits, les intentions cachées, et on confronte le discours à ce qu'on sait par ailleurs. Acquiquons ça tout de suite avec un discours de Mussolini.
Alors, si on suit les étapes, on présente le discours prononcé 2 ans après la marche sur Rome, au moment où il consolide son pouvoir, on analyse ses idées, il est contre la démocratie qu'il appelle une maladie et pour un État fort, et enfin on critique, on voit bien sa stratégie. Il dramatise, il parle de vie ou de mort, il divise le monde en deux, avec nous ou contre nous, pour justifier sa politique autoritaire et éliminer toute opposition. C'est un discours de justification. Bien, on arrive à la fin de notre parcours, il est temps de rassembler toutes les pièces et de répondre clairement à notre question de départ, sur l'impact de ces régimes. Donc pour répondre à notre problématique, oui, malgré leurs idéologies opposées, le nazisme, le fascisme et le stalinisme ont bien mis en place des systèmes de domination très comparables. Ils ont utilisé les mêmes outils pour un même objectif, écraser l'individu et le soumettre à un projet collectif total. Et en faisant ça, ils ont anéanti les démocraties et mis l'Europe à feuille à sang, pavant la voie à la Seconde Guerre mondiale. Et pour que tout ça soit bien clair dans les esprits en vue des examens, voici une petite fiche de synthèse avec les éléments vraiment indispensables à retenir. C'est un peu votre trousse de secours. Ces dates, il faut les connaître sur le bout des doigts. Ce sont les grands jalons de la période, la charpente de votre raisonnement. Chaque date correspond à un tournant majeur. Le vocabulaire aussi, c'est primordial. Utiliser des termes précis comme Lebensraum, eugénisme ou purge, ça montre que l'on a compris la spécificité de chaque régime et que l'on maîtrise son sujet. Chaque mot a une histoire. Et on va se quitter sur cette question, une question ouverte. Étudier l'histoire, ce n'est pas juste regarder dans le rétroviseur, c'est aussi s'équiper pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Propagande, surveillance, recherche de boucs émissaires, est-ce que ces mécanismes ont vraiment disparu? C'est une question qui nous oblige à rester vigilants.